Bonjour, ça me fait plaisir de vous présenter cet atelier conférence au cœur de votre bien-être, la cohérence cardiaque. Donc, le but, c'est de donner des outils pour la gestion du stress et de l'anxiété. C'est basé sur mes recherches personnelles et aussi sur ma formation de base en cohérence cardiaque avec le docteur Ouaré pour Cohérence Info, puis aussi des recherches et des méthodes du HeartMath Institute. D'ailleurs, quelques images qui sont présentes dans cette présentation sont tirées de ces sources-là. Et dans cette présentation, on va avoir 2 pratiques de méthodes respiratoires nous menant à la cohérence cardiaque, puis on aura bien sûr des éléments théoriques pour nous aider à comprendre et intégrer la cohérence cardiaque dans notre vie. Alors, donc moi, je me présente, je suis Brigitte Dubuc, j'ai plus de 20 ans d'expérience comme thérapeute manuelle. Donc, je me considère aujourd'hui comme une thérapeute holistique. J'étais d'abord massothérapeute, ensuite ostéopathe, je le suis encore, et thérapeute en relation d'aide. J'ai toujours eu un intérêt pour la physiologie, pour l'aspect émotionnel aussi et relationnel. Donc, ça me fait plaisir d'aujourd'hui de mettre mon expérience à profit, mes connaissances dans cette présentation-là pour vous. Alors, mon but, c'est de vulgariser simplement la cohérence cardiaque, comme si je parlais à mes clients dans mon bureau. J'aime ça imager des choses, puis créer je sais pas, des situations pour faire parler un peu le corps. Donc, il me manque un petit peu, on voit pas tant mes mains. Je vais essayer de trouver la façon d'être dans l'angle, mais ça fait des grandes mains. Mais sinon, je vais vous imager ça en mots. Donc, normalement, si on était ensemble, dans une présentation, devant audience, je garderais un certain temps à la fin pour les questions, personnelles. Donc si jamais vous avez des questions, en général, vous pourriez toujours, m'écrire sur mon courriel que vous pouvez trouver dans la page, équipe, donc l'onglet équipe, sous Brigitte Dubuc et puis il y a un endroit, un bouton pour, écrire à Brigitte Dubuc. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, précises sur, quoi que ce soit que vous auriez pas compris, que vous aimeriez intégrer dans votre vie. Sinon, j'ai aussi un service, d'accompagnement individualisé, personnalisé pour la cohérence cardiaque, pour apprendre aussi à bien respirer avec son diaphragme. Donc ça se fait en une séance d'1 heure, tout simplement en clinique ou même, en vidéoconférence. Donc donc c'est ça et puis aussi il y a un je vous envoie en fait, le vidéo est sur une page, où il y a des références, d'informations sur la cohérence cardiaque et autres outils pour la gestion du stress, de l'anxiété et de la santé aussi en général et il y a une page aussi sur notre site web qui se nomme Cohérence cardiaque. Vous allez pouvoir chercher plus d'informations là, en général aussi et j'offre aussi des ateliers de groupe, en fait, ce genre de présentation-là en live, ou en vidéoconférence aussi, ou préenregistré comme ça. Hem, donc, si on continue, dans, la présentation, désolée, j'essaie de OK. Donc j'aimerais, premièrement, c'est ça, c'est le but, c'est de je reviens ici. Oui, la gestion du stress et de l'anxiété, eh bien, il y a des chercheurs qui se sont penchés sur, la question, dont Sonia Lupien, une chercheure, québécoise pour le Centre d'études sur le stress humain. Donc, ce que vous voyez comme image, c'est, l'acronyme, CINE, qui est un acronyme mnémotechnique pour se souvenir des 4 éléments déclencheurs du stress. Mais d'abord, avant d'aller dans cet aspect-là qui est plus un aspect comme, de prendre un recul au niveau rationnel sur une situation stressante, la première étape pour identifier si on vit du stress, parfois certaines personnes arrivent pas à identifier qu'ils vivent du stress, c'est de prendre conscience de son corps, de s'arrêter une minute, d'écouter son corps, de se rendre compte de qu'est-ce que je vis dans mon corps. Parce que la première forme, où l'émotion se manifeste, c'est dans le corps. Donc on peut avoir des indices là. Par exemple, un stress à court terme, là, quelque chose qui nous rend vraiment stressés, on est en retard pour une réunion ou quoi que ce soit ou, tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive, spontanément dans notre vie. Ça se peut que vous sentiez, par exemple, que votre respiration est plus courte, que vos battements du cœur s'accélèrent. Ça, c'est des signes de stress, là, à court terme. Puis quand le stress perdure dans le temps, alors à ce moment-là, il peut y avoir d'autres manifestations, où le corps commence à ne plus être capable de bien,
faire le maintien de ses fonctions, tout ça. Puis donc, il va montrer des signes de faiblesse à travers les différents systèmes du corps et ça passe souvent par la faiblesse du terrain d'une personne, donc soit les antécédents familiaux ou antécédents personnels, des difficultés là, en général du corps, comme ça pourrait se manifester par des problèmes de peau, des problèmes de digestion, d'insomnie, de maux de tête, de migraines, de fatigue. Alors, ça peut être très divers. Alors, c'est d'être à l'écoute quand le corps va moins bien. Qu'est-ce qui se passe au juste? Alors, première étape, donc, d'identifier qu'est-ce qu'on vit par le biais de notre corps. Et la deuxième étape aussi, c'est de prendre du recul par rapport à une situation, d'un recul plus rationnel, justement en utilisant les moyens, le ciné. Donc, arrête ton cinéma. Donc, ça serait de voir, oh, on fait une pause sur l'image et on regarde la situation, on prend un temps de recul. Et puis, Sonia Lupien a identifié, avec son équipe, a identifié 4 éléments déclencheurs qui mènent à une situation, qui peuvent identifier en fait une situation stressante. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'une personne qui recevrait un nouveau diagnostic d'une maladie grave comme le cancer, ça pourrait être une situation vraiment où on peut se dire que ça coche sûrement les 4 déclencheurs du stress. Donc, dans cette situation-là, il y a peu de contrôle ou pas de contrôle du tout. C'est très imprévisible, c'est un nouveau diagnostic, c'est nouveau. Et aussi, l'ego pourrait être menacé dans le sens où tout d'un coup, porter l'étiquette ou l'identité d'une personne malade, ça peut vouloir dire pour une personne que sa valeur est diminuée, qu'elle fera pas face ça sera plus difficile de faire face à ses responsabilités, qu'elle se sentira peut-être moins utile face à sa famille, face à ses enfants, face à son travail. Donc, on peut voir une diminution de sa valeur, donc l'ego est menacé. Euh, donc ça, c'est une manière rationnelle d'aborder là, les causes du stress. Et face à une situation stressante, quand on l'a identifiée comme stressante, on peut se poser la question, est-ce que je peux agir sur un ou plusieurs des facteurs là, déclencheurs qu'on vient de nommer pour diminuer le stress que je vis en fait? Si la réponse est oui, quand on regarde ces 4 déclencheurs-là, ben, tant mieux, on pourrait passer à l'action pour essayer de diminuer le stress, pour reprendre du contrôle sur la situation. Mais si la réponse est non, alors les chercheurs du stress conseillent un conseil très sage, d'accepter la situation pour en évacuer le plus rapidement possible le stress, la pression sur soi, de revenir au neutre. Donc, c'est le fameux lâcher prise, en fait, qui est observé là. Si on n'a pas de contrôle sur la situation, alors c'est de se reculer, d'accepter de revenir à soi. Et une bonne façon d'arriver à ça, justement, c'est de respirer. La respiration, abaisse le stress assez rapidement, nous ramène au calme. Donc, c'est le but, en fait, de cette présentation-là, de cet atelier, c'est de vous faire connaître la respiration à travers des méthodes respiratoires pour vous mener à l'état de cohérence cardiaque. Donc, la respiration, en fait, c'est l'outil le plus reconnu, là, le plus rapide et efficace pour abaisser le stress et l'anxiété. Parce que la respiration, en fait, c'est la seule fonction physiologique contrôlée par le système nerveux autonome, donc le système nerveux involontaire, qui lui contrôle plusieurs fonctions dans le corps sans nous demander notre avis. Ça se fait tout seul. Donc, il contrôle les systèmes du corps, comme justement la respiration, la digestion, la pression artérielle, le système cardio-respiratoire, etc. Et on n'a pas vraiment de contrôle sur plusieurs de ces systèmes-là, sur notre système nerveux autonome, à part par la respiration. C'est la fonction qu'on peut contrôler. La respiration va se faire tout seul. On n'a pas besoin de se demander là, si on respire ou pas. Tant qu'on est en vie, on respire. Mais on peut aussi avoir une action sur la respiration en contrôlant son rythme, par exemple, en abaissant le rythme, en augmentant le rythme. Donc, en faisant ça, on peut avoir une action sur le système nerveux autonome et donc sur les autres fonctions du corps. Je vais vous expliquer davantage comment ça fonctionne un petit peu plus tard, mais voici un petit aperçu là, de comment la respiration peut agir sur le corps et c'est pour ça qu'on l'utilise. En fait, quand on fait une respiration justement qui est plus observée, plus ample, plus contrôlée, comme par exemple dans la méditation ou dans d'autres méthodes, on a une réponse réflexe en fait sur le corps. Ça module directement la réponse au stress. Ça protège
notre corps, ça protège les ressources de santé de notre corps si on est capable d'abaisser le stress rapidement. Donc, aussitôt qu'on respire plus amplement, qu'on calme notre rythme respiratoire, donc on calme aussi la fréquence cardiaque, il va avoir un effet direct au niveau de la physiologie et de la protection de notre système et de notre santé. Et la respiration profonde, contrôlée, ample, ça amène naturellement à l'état de cohérence cardiaque. Je dis bien état de cohérence cardiaque parce que dans la croyance populaire, on tend à penser que c'est une méthode respiratoire, la cohérence cardiaque, alors que la cohérence cardiaque, c'est un état physiologique obtenu par une méthode respiratoire ou des méthodes respiratoires. Euh, En fait, la cohérence cardiaque, c'est l'harmonie entre la fréquence cardiaque et le système nerveux autonome. Donc, on va poursuivre aussi avec ça un petit peu plus tard. Mais premièrement, donc, pour vous faire justement ressentir la respiration, je vais vous amener à considérer votre diaphragme, qui est le muscle inspirateur principal, en fait. On a besoin du diaphragme pour la respiration en général. Donc, le diaphragme, c'est un muscle comme un dôme, en fait. C'est un dôme qu'à l'inspire, en fait, à l'inspire, il descend et à l'expire, il remonte. Donc, à l'inspire, quand il descend, il donne de l'espace aux poumons pour se remplir. Il ouvre la cage thoracique. Alors, tous les petits sacs alvéolaires, les petits sacs où entre l'air et les sacs qui captent l'oxygène par des échanges cellulaires. Donc, vont pouvoir s'ouvrir, prendre l'expansion pour faire entrer l'air. Donc ça, c'est quand le diaphragme descend à l'inspire. Et quand on expire, il fait simplement remonter d'une façon passive, juste en relâchant les muscles, le diaphragme, en relâchant, en fait, il n'y a pas d'action à faire vraiment. Le muscle remonte aussitôt qu'on laisse aller l'air. Donc, on a un contrôle sur l'inspire surtout, mais on peut aussi prolonger l'expire en allant jusqu'au bout. Là, à ce moment-là, on utiliserait les muscles aussi comme les muscles intercostaux pour refermer davantage la cage thoracique. Donc, si vous voulez bien, si vous êtes assis, donc, ça serait de vous asseoir confortablement, de vous dégager de votre dossier. Idéalement, vous ne seriez pas assis là, dans un divan en ce moment. Ça serait mieux d'être assis sur une chaise. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour vous installer mieux. Donc, l'idée, c'est quand on s'assoit sur une chaise aussi de façon ergonomique, puis pour avoir de l'espace pour notre cage thoracique, ce serait donc de vous asseoir en faisant ressortir le coccyx à l'arrière, donc en faisant une courbe lombaire, creuser le bas du dos. Pour aller s'asseoir dans le fond de la chaise, ben, là, en ce moment-ci, pas trop dans le fond pour qu'on soit dégagé du dossier. Puis, vous allez trouver les os des fesses, donc les ischions. Donc, on veut être assis sur les ischions, on veut être assis sur la pointe. J'essaie de me mettre ici sur la pointe de l'ischion idéalement. Puis pour les sentir, c'est comme de faire un petit ballon gauche-droite pour sentir qu'on est bien assis sur les ischions. Et ensuite, on peut rentrer un petit peu le nombril, se tenir un petit peu plus droit, puis relever un peu le thorax. Donc, pour dégager l'espace du diaphragme. Donc, le diaphragme, comme on le voit sur l'image, il est vraiment là, situé en bas du sternum, puis tout autour, il vient se fixer au niveau des basses côtes. Alors, à l'inspire, donc pour être capable de faire aussi les exercices respiratoires qu'on va expérimenter ensemble plus tard, c'est bien d'aller dans un inspire qui est le plus long possible. Alors pour ce faire, on va inspirer par le nez, puis on va inspirer comme un filet d'air. Donc tranquillement, on laisse entrer de l'air par le nez. Puis à l'expire, on fait simplement vider nos poumons, soit par le nez, soit par la bouche, sans nécessairement faire d'effort. Si vous voulez aller plus loin dans l'expire, vous pouvez faire un effort à la fin. Et donc, souvent, on parle de respiration abdominale. Oui, c'est bien la respiration abdominale, mais le but, c'est pas simplement de gonfler le ventre puis pour faire rentrer l'air. Idéalement, on actionne aussi le diaphragme, puis donc on amène une respiration diaphragmatique aussi. Ça peut être comme un peu des deux. Mais l'important, c'est de pas soulever les épaules, de pas essayer de tirer le thorax justement par les muscles inspirateurs accessoires qui sont les scalènes ici et certains autres muscles. Ça, c'est vraiment quand on n'a plus le choix
qu'on a besoin de respirer puis d'avoir toute l'amplitude, respiratoire possible, puis d'ouvrir le thorax au maximum quand on est en état de stress ou qu'on on est en train de faire une course là, un 100 mètres par exemple, peut-être qu'on va aller jusqu'à solliciter ces muscles-là, mais sinon ça consomme de l'énergie pour rien. Le diaphragme est fait pour, respirer, il respire par lui il fait le mouvement respiratoire par lui-même, puis c'est vraiment le muscle inspirateur principal qu'on devrait utiliser et qui amène pas de fatigue puis pas trop de demande énergétique au corps. Donc, je vais prendre une grande respiration. Alors, aussi, vous pouvez mettre vos mains au niveau des basses côtes, directement, donc sur les côtés, mettre vos 2 mains comme ça qui enserrent, le thorax au bas. Puis vous allez sentir, l'ouverture des côtes, donc, l'ouverture du diamètre en général du thorax, des basses côtes, au niveau des basses côtes. Puis il y a aussi une espèce de rotation externe des côtes, puis j'essaie de me mettre vis-à-vis, puis une ouverture, comme ça aussi. Une ouverture comme en des ailes, donc une rotation externe des ailes, puis aussi un élargissement, voyons, du diamètre en général des basses côtes. Donc aussi, vous voulez solliciter vos muscles, mais doucement. Pour ouvrir le thorax, on veut comme solliciter les muscles, mais une petite tension graduelle à la fois. Donc, ce n'est pas de faire un rapidement. Quand quelqu'un vous demande de prendre une grande respiration, quand vous allez chez le thérapeute, massothérapeute, ostéopathe ou votre thérapeute, peut-être psychothérapeute, s'il vous demande de vous centrer ou quoi que ce soit, puis prenez une grande respiration, alors c'est de prendre votre temps. C'est pas d'aller dans la grande respiration le plus vite possible, c'est vraiment idéalement d'allonger le temps inspiratoire et alors ça veut dire solliciter nos muscles doucement, ne pas arriver à la pleine course, la pleine tension, puis là, on n'a plus d'espace pour prendre plus d'air. Donc c'est vraiment de prendre l'air graduellement, doucement d'ouvrir le thorax pour être capable de continuer à l'étendre, l'expandre, puis aller chercher l'élasticité des fibres, autant musculaires, mais il y a aussi des fibres qui tapissent l'intérieur de notre thorax, comme on appelle ça en ostéopathie les fascias, fascia endothoracique, les plèvres et tout ça. On veut comme que ça s'expanse graduellement. Donc, c'est les éléments essentiels là, d'une bonne respiration diaphragmatique. Aussi, ceux qui sont sensibilisés, là, par exemple, au yoga, peut-être dans les classes de yoga, on vous a déjà parlé de la respiration Ujjayi, où on resserre un petit peu l'arrière de l'oropharynx. Donc, ça fait justement, on contrôle un peu mieux l'entrée d'air. Ça fait un petit bruit là, quand on respire. Si vous entendez peut-être, ça fait. Donc, on fait une constriction. Ça, c'est un diaphragme. Ça fait partie des diaphragmes. En fait, c'est des structures horizontales qui referment une certaine circonférence, un espace, en fait, entre deux espaces dans le corps. Donc, l'oropharynx, ici, on peut resserrer un petit peu avec l'espace où il y a la luette dans ce coin-là. On a des muscles qu'on peut utiliser, bien sûr. On parle, on chante comme ça. Donc, on utilise ces muscles-là. Donc, vous pouvez resserrer si vous voulez pour faire passer l'air encore plus lentement dans cet espace-là. Ça va vous permettre de faire une plus longue inspiration, une plus longue expiration. Je vous conseille à la maison pour pratiquer votre respiration diaphragmatique de vous placer, de bien vous asseoir devant un miroir, puis de regarder justement que vous ne levez pas vos épaules en premier lieu. Les épaules devraient se soulever, mais naturellement, sans qu'on ait fait un effort, simplement parce que le thorax va avoir pris de l'ampliation, va avoir pris de l'espace, du volume, puis les épaules vont nécessairement suivre. Alors, c'est les épaules suivent de façon passive. Dans la page où vous trouvez cette vidéo-là, ou peut-être aussi dans la page là, de cohérence cardiaque de notre site web, il y a une vidéo aussi sur la respiration diaphragmatique où là, on me voit montrer plus en détail les mouvements. On voit tout mon corps aussi, vous montrer les espaces. Alors, vous pouvez aller vous référer à cette vidéo-là. Donc, si vous avez fait un petit peu d'expérimentation, vous pouvez peser sur pause à tout moment aussi dans la vidéo pour intégrer ce que je vous dis avant de passer à la prochaine étape. Alors, la prochaine étape, ce serait d'expérimenter la première méthode respiratoire. Je vais prendre une petite pause. Oui, j'avais oublié de m'amener une petite bouteille d'eau à côté. Alors,
La première étape, c'est, une induction respiratoire simple avec un aspect cognitif et émotionnel. En fait, c'est inspiré, de la méthode HeartMath Institute. C'est la méthode qu'ils appellent le Quick Coherence. Alors, vous pourrez retrouver aussi, la référence de cette respiration-là et d'autres techniques que le HeartMath Institute, suggère dans les liens que je vous fournis dans la page web où vous avez trouvé ce vidéo. Donc, tout simplement, on reste bien assis sur nos ischions, on continue à inspirer, par le nez doucement à travers le diaphragme, on utilise le diaphragme. Si c'est accessible pour vous, sinon, vous pouvez laisser aller un petit peu si techniquement vous n'êtes pas encore, prêt là, à utiliser la respiration diaphragmatique. Parce qu'en fait, là, je vais vous ajouter un autre focus. Alors peut-être que ce sera trop difficile de mettre votre attention sur, ces 2 aspects-là. Parce qu'en fait, dans cette technique-là, on va aller venir respirer à travers le cœur, à travers l'espace où le cœur, le physique se situe. Donc, on appelle ça le médiastin. C'est comme la chambre du cœur avec ses murs, mais le cœur est compris dans une enveloppe qu'on appelle le péricarde. Puis, tout ça se tient dans le médiastin pour média, donc au milieu du corps, entre les 2 poumons. Donc, venez vous centrer ici. Vous pouvez mettre une main au niveau de votre sternum si vous voulez. Puis l'idée, c'est d'aller comme vraiment ressentir, vous pouvez fermer vos yeux, ressentir tout le volume de cet espace-là. Puis l'idée, c'est de venir inspirer dans cet espace-là, comme si vous appeliez l'air à gonfler le cœur, le médiastin, tout cet espace-là. À l'inspire, on focus comme ça à amener l'air au niveau du cœur. Puis à l'expire, on fait juste de façon passive, laisser l'air sortir. Donc, vous pouvez toujours mécaniquement utiliser votre diaphragme, mais votre attention va se mettre au niveau du cœur. Puis dans l'idée de créer une expansion de cet espace-là, comme si, en fait, la respiration se passait là au niveau du cœur. Donc quand l'air rentre, il y a le volume s'étend de partout. Et après ça revient comme ça. Tu sais, avec le temps, en ayant plus de conscience corporelle, vous allez sentir cet effet-là dans votre corps. Donc, je vais commencer un timer pour avoir un 5 minutes d'expérience de cette, méthode-là. Donc, centrez-vous, restez bien assis, centrez-vous au niveau du cœur, inspirez, expirez doucement par le cœur. Le rythme respiratoire en ce moment est pas important. Vous allez à votre propre rythme, mais l'idée, la consigne, c'est d'allonger le temps inspiratoire et le temps expiratoire si vous pouvez. Expirer par le nez ou par la bouche. Et la deuxième consigne, ça va être d'évoquer un sentiment de bien-être, de gratitude, de bienveillance, d'appréciation, de reconnaissance, quoi que ce soit qui vous inspire dans les mots que je viens de vous dire. Et de l'évoquer, ça veut dire de l'entretenir intérieurement dans le moment présent, de vraiment ressentir cette émotion-là, cette attitude-là intérieure. Et comme si on avait un sourire intérieur, quelque chose qui nous fait sourire, qui nous fait nous dire que la vie est tellement bonne. Alors, pour vous inspirer ce sentiment-là, vous pourriez, par exemple, penser à une personne aimée, à un être cher, à un enfant qui est autour de vous, aux enfants en général qui vous font sourire dans les parcs, quoi que ce soit. Quand le printemps arrive puis qu'il fait beau soleil dehors, quand les bourgeons sortent, il y a comme un plaisir qu'on a à dire: «Ah enfin, l'hiver est fini». On peut penser à notre animal de compagnie, on peut penser à une grande amie, un grand ami dans notre vie qui nous fait du bien. Vous pourriez penser à un endroit, de grande contemplation dans la nature, dans laquelle, vous êtes déjà allé, une image là devant vous, dans les montagnes ou devant un lac, sur le bord d'une rivière. Quoi que ce soit qui vous a vraiment inspiré là de l'harmonie, une harmonie particulière où vous pouvez vous référer à cette image-là mentale. Ça peut être aussi la gratitude, la reconnaissance que vous avez pour qu'est-ce qu'il y a de bon dans votre vie actuellement. Qu'est-ce qui est satisfaisant, qui a été satisfaisant dans le passé, par exemple, si en ce moment c'est difficile dans votre vie. Donc, il y a des moments où on a goûté à du bien-être,
de la bienveillance, de l'appréciation, de la reconnaissance, de la gratitude. C'est de s'y référer, en fait, pour évoquer ça aujourd'hui, maintenant, dans le moment présent, puis éveiller ce sentiment-là intérieur. Donc, vous continuez à inspirer dans le cœur, inspirer par le nez, expirer par la bouche. Et puis, vous continuez à ressentir ce bon sentiment-là, ce sentiment qui vous fait sourire de l'intérieur, ce sentiment qui gonfle votre bien-être intérieur et dans l'espace du cœur. Vous pouvez le faire les yeux ouverts ou les yeux fermés, qu'est-ce qui est plus facile pour vous? Donc, on continue d'évoquer ce sentiment et de le respirer à travers le cœur, à travers l'espace du cœur, de sentir son expansion, sa rétraction. Quand on inspire, aussi, on peut penser pour ceux à qui ça parle, on inspire l'énergie qui nous entoure, le prana. Et quand on expire, on redonne cette énergie-là à l'environnement, aux autres. On laisse circuler. On est dans la gratitude, dans le contentement du moment présent, de notre place sur la Terre, dans l'univers, dans notre vie. On essaie de se rallier à ça, au sentiment de gratitude, que ça va bien en fait. Si on était en groupe, on pourrait se connecter un petit peu, se rallier aux autres parce qu'en fait, en faisant ça, en respirant par notre cœur, on 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 accroisse le champ électromagnétique du cœur qui est un champ électromagnétique assez important. C'est le centre de notre corps, c'est le centre énergétique aussi là dépendamment de ce que vous croyez ou quoi que ce soit, mais on a un champ électromagnétique tout simplement parce qu'on est en vie puis qu'on est des atomes en mouvement. Donc, il y a plusieurs disciplines, traditions qui voient le cœur là, au centre de ce champ électromagnétique-là qui constitue notre corps. Donc, de vibrer dans cet espace-là, puis par exemple d'être entouré de d'autres personnes, si on était dans un atelier groupe, vous pourriez aussi sentir la connexion avec les autres personnes à travers leur cœur. Donc, ça ferait comme une toile de vibration, d'amour, de gratitude, puis tout ça uni, connecté ensemble. Et ça pourrait augmenter cet effet-là en vous. Ça fait en fait un effet de résonance dans la vibration qui s'amplifie avec celle des autres. Alors, c'est toujours une bonne chose de se retrouver parfois dans une pratique là, méditative, respiratoire, de conscience, en groupe, par exemple. Ça donne ça amplifie, le moment vécu. Alors, on va revenir de cet exercice-là, de cette première méthode respiratoire. Donc, si on était en groupe, justement, je vous demanderais de partager avec votre voisin, voisine, un mot pour dire comment vous vous êtes senti, mais vous pouvez vous le nommer à vous-même, juste un mot, une impression. Vous pouvez l'écrire sur un papier. Qu'est-ce que ça vous a fait vivre, ce moment-là d'espace où on a évoqué le sentiment de bien-être, où on est resté connecté avec le cœur. Alors, ce qu'on a expérimenté, en fait, si on regarde le graphique, on est passé de l'état d'incohérence cardiaque, ou on appelle ça aussi le chaos, qui est l'état naturel de notre système, à l'état de cohérence cardiaque. Donc, si pour vous, ça doit être le graphique, je ne sais pas trop, à gauche, hein, si vous regardez votre écran. Donc, à gauche, on est dans l'état de chaos avec une courbe comme ça, avec des en dents de scie, hein, c'est très irrégulier. Ça définit la courbe de la variation de la fréquence cardiaque, la VFC, en fait. Donc, sur l'axe des X ou des Y, en tout cas l'axe vertical, on a les battements, cardiaques par minute et donc la fréquence cardiaque, puis l'autre ligne à l'horizontale, on a le temps en secondes. Alors, si par exemple, dans ce côté-là, on est comme en fait, notre corps est toujours en train de s'adapter à l'environnement,
aux stimuli qui sont à la fois internes ou externes. Donc, il se passe toutes sortes de choses dans notre physiologie et puis notre corps cherche toujours l'homéostasie, donc l'équilibre dans ses fonctions et il va avoir des variations comme ça de la fréquence, cardiaque. Puis, en fait, ces variations-là suivent un peu ce qui se passe dans le système nerveux autonome que je vous ai nommé plus tôt. Donc, si par exemple, mais si on donne un stimulus externe, si je clappe des mains comme ça, tout d'un coup, dans un espace X, puis vous entendez ce clappement-là, il va y avoir un soubresaut. Vous allez vous demander, oh, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a un petit stress, il y a peut-être un danger. Alors, le corps est ainsi fait qu'il va se protéger d'un danger quelconque. Ça, c'est notre cerveau reptilien qui est bien dressé à nous protéger dans un environnement hostile. Alors, on a besoin de ce type de réaction-là. Le stress, comme Sonia Lupien a écrit un livre sur l'amour du stress, en fait. Donc, c'est pas de le stress, c'est une bonne chose à quelque part, ça nous protège, mais il faut pas rester dans un stress prolongé, qui perturbe notre corps et nos ressources et finalement qui peut nous amener vers la perte de la santé, la maladie. Donc, je reviens à clapper des mains. Brusquement, on perçoit qu'il se passe quelque chose dans l'environnement. Donc, en fait, c'est le système nerveux autonome qui perçoit qu'il y a une réaction et ça va être une réaction qu'on dit sympathique. Alors, la réaction va faire qu'on va augmenter nos battements cardiaques. Donc, la fréquence cardiaque augmente. Alors, c'est ce qu'on voit dans les pointes du graphique ici. Puis, donc, dans l'incohérence cardiaque. Et puis, si on se rend compte finalement que c'était juste quelqu'un qui a tapé des mains, puis qu'il y a pas de danger imminent, ben tout simplement, le corps va revenir au calme. C'est le retour au calme, donc c'est les pointes basses, qui sont donc une baisse de la fréquence cardiaque, qui correspond plutôt à l'état parasympathique, qui est notre état de base. Je vais vous élaborer un petit peu plus ça, un peu plus tard. Donc, quand on a fait l'exercice, par, respiration, par induction respiratoire simple, avec un aspect cognitif et émotionnel, on a régulé notre environnement, on a contrôlé notre respiration, on a même évoqué un état émotionnel par notre cognitif. Donc on a donné de l'attention à la respiration, on a changé notre attention, on est resté dans le calme, on a entretenu, les bons sentiments. Donc ça équivaut à contrôler notre environnement interne et externe. Donc ça donne une courbe plus régulière. Donc les oscillations sont plus, régulières, puis les espaces, les intervalles aussi. En fait, ça définit justement l'état de cohérence cardiaque. L'état de cohérence cardiaque, c'est une courbe périodique de la variation de la fréquence cardiaque. Variation entre les pointes, les augmentations du battement cardiaque et les diminutions du battement cardiaque sont comme les pointes vers le bas. Donc, c'est la définition de la cohérence cardiaque, puis c'est pas l'état naturel, c'est un état contrôlé. Sinon, l'état naturel, c'est le chaos, donc l'incohérence cardiaque de l'autre côté. Et si je reviens donc, si je viens ici, donc la cohérence cardiaque, c'est un état d'équilibre qui abaisse le stress. Oui, parce que c'est un état d'harmonie entre le cœur et le système nerveux autonome qui justement, lui, interagit là, dans notre corps pour créer des états de stress au besoin, comme en claquant des mains, tout d'un coup, on va réagir et on va déclencher une cascade de réactions dans notre corps pour répondre à cette demande-là. Donc, heu, en fait, l'état de cohérence cardiaque, comme on l'a vu dans l'autre graphique avec, la courbe périodique, c'est donc un équilibre entre les oscillations hautes de la fréquence cardiaque qui sont stimulées par le sympathique, donc la branche sympathique du système nerveux autonome et les oscillations basses qui sont le retour au parasympathique. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus ça, le système nerveux autonome, comment il fonctionne. En fait, c'est un système à 2 vitesses. Donc le parasympathique, c'est la vitesse lente et le sympathique, c'est la vitesse rapide. Le système nerveux, comme on le voit sur l'image, il oscille, donc de gauche à droite, comme ça, entre le sympathique et le parasympathique. C'est un balancier, hein? Il est toujours en train d'osciller, il n'est jamais au beau fixe. On est toujours en train de s'adapter d'une manière ou d'une autre. Donc, mais l'état par défaut, c'est l'état de parasympathique, où on voit là qu'il y a
un pied sur la pédale de frein. En fait, notre corps, il veut ralentir en général nos fonctions pour préserver l'énergie. Donc, il garde la pédale, enfoncée, la pédale de frein enfoncée. Donc ça conserve les énergies. Puis, s'il y a un stimulant stressant, comme clapper des mains ou quoi que ce soit d'autre, là, le corps va relâcher la pédale de frein et la voiture va avancer automatiquement. Donc, le balancier va aller vers le sympathique et ça va accélérer le système. Là, on va se mettre à consommer de l'énergie, consommer du gaz dans la voiture parce qu'on doit réagir à ce qui se passe dans l'environnement. Puis, excusez-moi, je regardais quelque chose, petit message. Donc, on va réagir à l'environnement, on va consommer de l'énergie, du gaz. Donc, les méthodes respiratoires, ça sert à contrôler le système nerveux autonome et surtout avec l'utilisation du diaphragme. OK? Donc, si la voiture va à toute allure, là, vraiment, on est en train de dépenser beaucoup de gaz, on roule là, parce qu'on s'enfuit de quelque chose, une scène quelconque, il y a, je sais pas moi, un cyclone à quelque part, on essaie d'éviter ça. Donc, on va conduire vite et on va dépenser beaucoup d'énergie. Donc, on peut, si par exemple, il n'y a pas de raison là, de continuer à dépenser autant d'énergie, parfois certaines personnes ont de la difficulté à revenir à l'état de base, là, à réappuyer sur le frein pour ralentir le système par eux-mêmes. Donc, la respiration, comme on a vu plus tôt, on a un contrôle sur la respiration et la respiration a un effet direct sur le système nerveux autonome en abaissant les réponses du stress. Alors, c'est là qu'elle rentre en ligne de compte, on va utiliser la respiration, les méthodes respiratoires pour abaisser le stress et l'anxiété, puis équilibrer le système nerveux autonome et arrêter la dépense énergétique. Puis, comment ça fonctionne en fait la respiration sur le système nerveux autonome? La mécanique, en fait, il y a un effet vraiment là, pour qu'il y ait une oscillation, comme on a vu au niveau de l'état de cohérence cardiaque. On arrive à une oscillation plus régulière. Donc, quand on inspire, le diaphragme, en fait, descend et puis là, ça crée plus d'espace, comme je vous ai expliqué, au niveau du haut, mais aussi au niveau du cœur, donc de l'espace dans le au niveau de la chambre du cœur, le médiastin. Et à ce moment-là, le cœur prend l'expansion et il y a plus d'espace dans les chambres du cœur où passe le sang. Alors, le sang va se mettre à passer un peu moins vite parce qu'il y a moins de pression sur cet espace. Quand il y a plus de pression dans le système, le liquide va être éjecté plus vite. S'il y a moins de pression, le liquide va juste passer moins vite. Alors, le système nerveux perçoit ça. Il y a un message qui est envoyé au cerveau et finalement, il y a un message de si le sang passe moins vite, le message, ça va être d'aller accélérer le cœur pour que le sang passe plus vite ou de la manière la plus régulière possible. Alors, il va y avoir un signal d'accélération des battements du cœur. Donc, ça veut dire que lorsqu'on inspire, il y a un signal d'accélération des battements du cœur qui est lancé par le système sympathique. Et ça équivaut un peu comme à une réponse de stress finalement. Et donc ça correspond aux pointes hautes de l'oscillation, de la variation de la fréquence cardiaque. Et à l'inverse, quand on expire, on va avoir un message parasympathique qui va ralentir le système dans le sens que lorsque le diaphragme redescend, il y a plus d'espace au niveau non, excusez-moi, je me suis trompée. Quand le diaphragme remonte, hein, à l'expire, il remonte, il va avoir moins d'espace, dans le médiastin. Donc le cœur va, reprendre sa forme, il va perdre son expansion et là, il va avoir moins d'espace dans les chambres où passe, le sang, donc les 2 oreillettes, les 2 ventricules et donc, le sang va passer plus vite, plus de pression et le système nerveux va percevoir ça, puis il va donc envoyer un message d'accélérer, hem, excusez-moi, de ralentir, j'ai de la misère avec ça, c'est comme la gauche, la droite. Il va avoir donc un message de ralentir le cœur, de ralentir les battements du cœur, justement pour ralentir cette pression-là dans le cœur, ce passage rapide du sang et donc ça va être un message de ralentissement, un message parasympathique et donc les fréquences cardiaques vont diminuer. Alors quand on contrôle la respiration, avec des cycles respiratoires plus grands, on finit par avoir une courbe périodique dans ces oscillations-là de pointe haute et de pointe basse. Puis, on va le voir plus loin que quand on fait une méthode avec une respiration rythmée, ce qu'on n'a pas fait encore,
cette oscillation-là va être encore plus régulière, puis va avoir un effet, plus systématique sur le système nerveux autonome. Donc, la première respiration qu'on a utilisée, c'était la méthode par induction respiratoire simple avec l'aspect cognitif et émotionnel, celle élaborée par The HeartMath Institute, The Quick Coherence. Donc, cette méthode-là utilise aussi la respiration, puis agit sur la fréquence cardiaque par l'intermédiaire du système nerveux autonome, comme l'autre méthode aussi va faire. Mais le cœur a aussi son mot à dire dans cette interaction-là. Et justement, le HeartMath Institute, avec leur recherche, eux, cette méthode-là, justement, utilise davantage le côté cognitif, émotionnel et tout ça. Puis, ils voient que quand on utilise la méthode respiratoire de cette façon-là, à la fois, on harmonise la physiologie, on agit sur le système nerveux autonome, mais pas que ça. Aussi, le cœur, quand il est normalisé physiquement, mais aussi dans une certaine harmonie émotionnelle, intentionnelle, il va peut-être envoyer des messages nerveux régulateurs au cerveau qui sont plus clairs, qui vont aller moduler davantage qu'est-ce qui se passe dans les zones du cerveau comme sous-corticales qui, justement, ont une réponse sur l'état émotionnel, sur le stress. Donc, c'est le système limbique ou le cerveau émotionnel. Donc, ça peut faciliter d'abaisser la réactivité au stress. Ça peut amener du calme, davantage de calme sur l'état émotif qu'on a actuellement, mais aussi sur des mémoires traumatiques du passé ou aussi même le syndrome du stress post-traumatique. Ils ont eu plusieurs études là, avec justement des groupes de gens qui avaient vécu ce type de stress, puis il y avait des effets intéressants à ce niveau-là. Donc, ça vient réguler en général notre vécu émotionnel aussi. Donc, les méthodes respiratoires, ça a un effet sur le système nerveux autonome, directement sur la physiologie, mais aussi par l'intermédiaire du cœur, par l'intermédiaire de sa régulation, de son harmonie, de l'action qu'on a sur son champ électromagnétique. Il y a quelque chose qui se passe, puis qui vient parler à des parties du cerveau qui sont pas juste le système nerveux autonome, là, qui sont au-dessus de ça aussi, plus au niveau du cerveau plus haut, et qui c'est pas juste des fonctions de base physiologique, ça agit aussi sur la réponse émotionnelle. Donc, c'est peut-être le pouvoir de l'intention d'évoquer cet état de bien-être-là, mais en général aussi, il y a des études qui parlent beaucoup du pouvoir d'évoquer la gratitude. Il y a quelques études là-dessus. Il y a des méthodes aussi qu'on utilise pour la gratitude, pour évoquer la gratitude. Alors, tout ça, c'est imbriqué ensemble pour s'harmoniser en général, c'est plus favorable de rester dans des états de gratitude, de satisfaction par rapport à ce qu'on a, que l'inverse, de rester dans des états où on est insatisfait, on cultive de la colère, quoi que ce soit, de la rancune, et qu'on demeure dans cet état-là qui nous cause du stress et de l'anxiété et un mal-être. Donc, ça, c'était pour cette première méthode-là. La deuxième méthode, on va l'expérimenter ensemble. Je prends une petite. Donc, la deuxième méthode respiratoire, c'est celle qui est appuyée par le docteur Ouaré avec son site Cohérence Info. C'est la méthode qu'on connaît habituellement de la cohérence cardiaque. Et quand on nomme cohérence cardiaque, on pense que c'est ça, la cohérence cardiaque. Mais en fait, c'est une méthode respiratoire pour atteindre l'état de cohérence cardiaque, comme je vous expliquais. Cette méthode-là met plus d'emphase sur l'amplitude respiratoire. On ajoute même un rythme bien précis et qu'on doit respecter selon cette méthode-là. Donc, chaque cycle inspiratoire, donc inspire, expire, devrait se passer sur 10 secondes. Et on peut séparer ça, il y a différentes façons de séparer ça. Ici, aujourd'hui, on va le séparer en 5 secondes, 5 secondes. Donc, 5 secondes inspire, 5 secondes expire. Et c'est important d'inspirer tout au long du 5 secondes et tout au long du 5 secondes, on expire aussi. Certaines méthodes vont couper aussi. En fait, dans cette méthode-là, on peut changer, décider d'avoir un emphase davantage sur le parasympathique. Si on veut calmer un peu plus notre système, on va inspirer pendant 4 secondes et expirer pendant 6 secondes parce que, comme on l'a vu, l'inspiration va créer comme plus de sympathique. Alors, on va raccourcir justement le temps inspiratoire pour avoir un effet plutôt parasympathique. Et à l'inverse, si on va avoir un effet plus stimulant, on va inspirer davantage longtemps, on va
inspirer 6 secondes, par exemple, et expirer 4 secondes. Mais si on veut avoir un effet neutre, simplement d'harmonisation du système nerveux autonome, on va inspirer 5 secondes d'expire. Donc, en fait, c'est pas naturel de respirer et d'expirer aussi longtemps que ça. Vous allez l'expérimenter avec moi dans quelques secondes. On voit vraiment que c'est un effort, supplémentaire. Donc, ça fait aussi que ça augmente le balancier entre, le sympathique et le parasympathique parce qu'on augmente, le temps inspiratoire et on augmente le temps expiratoire et donc on étire l'élastique du sympathique et on étire l'élastique du parasympathique. Donc, on crée de la résilience, plus de résilience dans le système nerveux autonome. Donc, ici, on appelle ça l'induction respiratoire en résonance. Donc, en résonance parce que le rythme, en fait, de cette façon-là, on va harmoniser le rythme de la respiration et du cœur, puis ça va provoquer, en fait, un effet de résonance avec la fréquence du système nerveux autonome. Je m'explique. Le système nerveux autonome, heu, est comme par exemple, comme un diapason. Il y a une vibration. En fait, tout notre corps a une vibration, a une fréquence et la fréquence naturelle du système nerveux autonome, c'est 0,10 Hertz. Alors si, par exemple, on prenait un diapason, on le faisait vibrer, il émettrait une certaine, fréquence, une certaine vibration. Donc si c'est le système nerveux autonome, ça serait 0,10 Hertz et quand on utilise l'induction respiratoire en résonance avec le cycle de 10 secondes inspire-expire, on atteint aussi normalement, si on le fait bien puis assez longtemps, on est capable d'atteindre cette même vibration-là, cette même fréquence-là de 0,10 Hertz. Donc, on équilibre en fait le système nerveux autonome avec la fréquence cardiaque. On agit sur la fréquence cardiaque par la respiration et donc le système nerveux autonome va nécessairement aussi entrer en résonance avec, hem, cette induction-là. Donc ça fait un effet vibratoire en résonance entre le système nerveux et le cœur. Et ça a le pouvoir d'agir sur le bien-être et la santé en général. C'est comme si on vibrait en harmonie, là, à tous les niveaux de notre corps. Et ça crée une physiologie qui est plus harmonisée, qui régule en général le corps et ses systèmes. Donc, ça va avoir des actions à toutes sortes de niveaux sur la digestion, sur la tension artérielle, sur la santé en général, sur l'état de bien-être, de calme. Alors, on va expérimenter ensemble cette méthode-là. Vous allez simplement suivre un timbre sonore. Donc, vous allez inspirer au premier dong. Ça va être comme un gong, en fait, un bol tibétain. Vous allez inspirer tout au long du timbre sonore et vous allez expirer tout au long du timbre sonore. Et donc là, ça va être important de bien focuser sur la respiration diaphragmatique puis d'utiliser l'inspiration par le nez. Je vais vous faire entendre cet enregistrement-là. Donc ça, vous entendez sûrement le thème sonore ici. Ça serait l'expire. Alors, on va commencer ici. Inspire, ça correspond à l'inspire. Expire. Inspire par le nez. Expire par le nez ou par la bouche. Alors, on va tout au long de l'inspire, tout au long de l'expire. Vous fermez vos yeux si vous voulez. Vous pouvez remettre vos mains sur les basses côtes, sur les côtés, ou une main sur votre ventre, une main sur votre sternum. Alors, l'important, c'est vraiment de suivre le thème sonore jusqu'au bout et expirer jusqu'au bout. Donc, on fait attention de ne pas trop solliciter ses muscles à l'inspiration. On y va doucement, ouvrir doucement le thorax et laisser aller. Puis même à la limite, resserrer un petit peu le ventre, un petit peu les intercostaux pour refermer le thorax légèrement pour aller jusqu'au bout du temps expiratoire.
certaines personnes, ça peut peut-être créer un petit étourdissement parce qu'en fait, on amène plus d'oxygène au cerveau tout d'un coup. Alors, c'est pas habituel, c'est pas une respiration naturelle, c'est un petit peu forcé et on s'oxygène davantage ici. Donc, ça peut donner un petit effet là, d'euphorie, d'étourdissement. Si jamais c'est pas agréable pour vous, vous allez simplement arrêter à faire moins longtemps, à reprendre, à réessayer plus tard. Et ce timbre sonore-là, le gong, vous allez le retrouver dans l'application Respirotech qui a été élaborée par l'équipe du Dr Ouare. Je vous donne la référence sur les pages que je vous ai citées plus tôt sur notre site internet. Vous pouvez downloader, c'est autant pour tous les téléphones Android ou iPhone. Et c'est comme des petites vidéos avec soit un visuel où on suit une boule qui monte, qui descend, comme ça, ou le timbre sonore. Moi, j'aime bien le timbre sonore. Ça me permet de ne pas avoir à regarder un écran. Je pratique la respiration comme ça le matin, par exemple, en flattant mon chat. Et si j'ai le bon sentiment aussi que j'ajoute à ça, en étant dans la gratitude d'avoir un chat aimant à côté de moi le matin. Voilà. Ça, c'était un 5 minutes ensemble. Si on était dans un groupe, encore une fois, je vous demanderais de partager avec votre voisin, votre voisine, un petit mot pour dire comment vous êtes senti. Vous pouvez vous le partager à vous-même, l'écrire à côté, quoi que ce soit. Juste avoir nommé l'impression que vous avez en ce moment par rapport à cette méthode respiratoire-là. Et si, bref, on peut revenir, les yeux ouverts, tout ça. Donc, je vais vous expliquer ici dans cette diapo-là la variation de la fréquence cardiaque en battements par minute. Alors, comme on a vu tout à l'heure, les courbes, alors il se représente ici les courbes. Il y a 3 graphiques différents. Donc, il y a une différence dans la qualité du tracé de la VFC, variation de la fréquence cardiaque, selon les états qu'on a expérimentés. Donc, en haut, le premier état, c'est l'état normal, le chaos ou l'incohérence cardiaque. Alors là, il n'y a pas de contrôle sur l'environnement. On est vraiment en adaptation à ce qui se passe dans l'environnement, dans les stimuli internes et externes. Et ça donne des intervalles imprévisibles. Donc, entre chaque variation, entre chaque descente et montée, l'intervalle ici est pas nécessairement de la même longueur. Puis aussi, on voit que c'est très désordonné, que ça peut aller très bas, très haut, tout ça. L'amplitude est pas très égale. Donc ça, c'est l'état normal où on est toujours en adaptation avec l'environnement et dans notre système, en recherche d'homéostasie. Ensuite, on a la deuxième étape, en fait, la cohérence cardiaque simple
Donc on voit que c'est une courbe plus ordonnée, donc ça, c'est le deuxième graphique. Ça serait l'état qu'on aurait expérimenté là, avec la première méthode respiratoire, qui est pas en résonance nécessairement, qui donne ce type de courbe-là, qui est plus périodique. Donc, on a contrôlé l'environnement par nos pensées, l'émotion qu'on a évoquée, puis la respiration aussi. Donc, on a des intervalles plus réguliers, mais il n'y a pas nécessairement une augmentation de l'amplitude générale de la courbe. Ce qu'on voit, par contre, à l'autre graphique, la résonance cardiaque, l'état de résonance cardiaque, là, on a une courbe qui est vraiment périodique. L'environnement a été même rythmé, hein, avec les secondes précises pour l'inspiration et l'expiration. Ça donne des intervalles périodiques donc très réguliers. Puis l'amplitude aussi de la courbe en tant que telle est augmentée. Puis ça nous selon la littérature, tout ça, ça nous amènerait à, une fréquence oscillatoire égale au système nerveux autonome, 0.10 Hz, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment, ça serait vraiment que l'état de résonance cardiaque qui donnerait un changement sur l'amplitude de la courbe de la variation de la fréquence cardiaque. Puis, l'amplitude de la VFC, c'est le facteur qui influence vraiment la santé dans ce type de pratique-là, puis en général. En fait, l'amplitude de la variation de la fréquence cardiaque, ça nous informe des ressources disponibles d'adaptabilité du système nerveux d'une personne. Donc, plus une personne est adaptable, plus elle peut s'adapter aux différents stress et revenir à la normale aussi, parce que ça va dans les 2 sens. On s'adapte au stress en répondant avec une réponse de stress, donc augmentation du débattement cardiaque, augmentation du rythme à laquelle nos systèmes fonctionnent pour répondre au stress, puis retour à l'état neutre de base, donc le parasympathique. Alors, l'important, c'est les 2. C'est être capable de répondre au stress et de revenir à l'état de base, l'état neutre. Donc ça, c'est vraiment, l'amplitude de la VFC nous informe de notre capacité là, d'élastique à l'élastique, comment il peut s'étirer rapidement puis revenir sans casser, hein. On veut pas casser après une période de stress, par exemple. On veut être capable de revenir avec la même tension là, de base qui est l'état, neutre plus parasympathique. Donc, plus on vieillit, plus on perd naturellement de l'amplitude de VFC. Donc, si on regarde le graphique, où il y a, où la courbe est élevée, par exemple, à votre droite de l'écran, ça ne correspondrait à une personne jeune, par exemple, là, un enfant, quoi que ce soit. Et dès qu'on entre en puberté, on commence déjà à perdre de l'amplitude de cette courbe-là, de la VFC. Et donc, une amplitude élevée, ça pourrait correspondre à une personne jeune ou quelqu'un de bien en santé, entraîné sur le plan, physique, là, un sportif qui est assez régulier ou quelqu'un aussi qui pratique des méthodes respiratoires, de la méditation, quoi que ce soit. La courbe moyenne, ça correspond à peut-être une personne d'âge moyen, une santé moyenne. Puis la courbe, qui est faible, en fait, l'amplitude faible, ça serait une personne âgée ou une personne malade ou quelqu'un qui a un défibrillateur, un pacemaker aussi. Ça maintiendrait comme une amplitude, très basse parce qu'il y a pas beaucoup de variations. Donc l'idée là-dedans, c'est que pour maintenir un état d'équilibre, de santé, en fait, il faut pouvoir, comme je vous ai dit, osciller facilement entre l'état de stress et de calme. Et les méthodes respiratoires, en fait, entraînent le système nerveux à arriver à ça. Donc, ça augmente notre capacité à changer rapidement d'état, de passer d'un état de stress, si c'est nécessaire, à un état de calme le plus tôt possible pour économiser nos ressources, revenir au calme, à la on engrange les ressources à ce moment-là, on ne les dépense pas. Donc, pour ce qui est d'un entraînement, la méthode de résonance cardiaque, qui est proposée plus par Dr. Ouaré, c'est bien de la pratiquer régulièrement. Lui, il suggère justement le 3-6-5, donc 3 fois par jour, 6 respirations à la minute qui correspond à 10 secondes par cycle inspiratoire pendant 5 minutes. Donc,
L'idée, c'est de faire 5 minutes 3 fois par jour. Idéalement, le matin, le midi et le soir, peut-être avant le souper, ou même on pourrait ajouter une quatrième période avant de se coucher si on fait de l'insomnie, par exemple. Il faut comprendre que 5 minutes de résonance cardiaque, parce que cet exercice-là nous mènerait normalement, si on le fait bien, en résonance cardiaque, ça équivaut à 3-4 heures de physiologie équilibrée. Donc, ça veut dire que le système nerveux autonome fonctionne à son meilleur dans cet équilibre-là. Donc, ça assure la bonne fonction des organes et des viscères du corps et de tous les systèmes. Donc, ça maintient la santé, on régénère nos ressources dans ces temps-là, quand on est plutôt équilibré, puis que le balancier se fait bien entre le sympathique et le parasympathique. 5 minutes de résonance cardiaque, ça équivaut aussi à 20 minutes de méditation. Donc, c'est assez un bon investissement en termes de temps. Si vous avez peu de temps, d'être capable de faire 5 minutes à quelque part dans votre journée et idéalement 3 fois par jour. Donc, on ne peut pas emmagasiner les effets de la résonance cardiaque, mais en fait, on doit répéter l'exercice. Parce qu'en fait, chaque 5 minutes équivaut à 3-4 heures. Donc, comme ça, on couvre la journée au complet de 12 heures et peut-être la nuit aussi. Donc, entraîner son système nerveux, ça équivaut donc à bâtir de la résilience puis à entraîner l'élastique, à le garder souple. Une autre façon aussi de garder, en fait, d'augmenter l'amplitude de la VFC, donc les méthodes respiratoires, c'en est une. L'autre façon bien connue, c'est l'exercice régulier modéré. Donc, non plus un exercice qui dépasse nos capacités comme personne, où on n'est pas entraîné pour ça, ça va faire l'effet inverse. Ça va vraiment nous enlever des capacités là, de ressources énergétiques. Donc, l'exercice physique, ça agit, en fait, ça active le système cardio-respiratoire, donc ça entraîne notre cœur, notre système nerveux à s'adapter à de plus fortes demandes sur le système sympathique, donc le système nerveux sympathique. Donc c'est comme en fait une réponse à un stress positif sur le corps. Puis c'est de courte durée, donc c'est pas un stress prolongé. On devrait être capable de revenir au neutre ensuite. Donc ça équivaut vraiment à étirer l'élastique vers le haut, donc en augmentation de la fréquence cardiaque. À ce stade-ci, on pourrait se demander, mais quel exercice que je devrais choisir, moi, en fait? Est-ce que je devrais faire le type du premier exercice où on a invoqué, donc une respiration au niveau du cœur, on a évoqué un bon sentiment ou de type plus entraînement du système nerveux autonome par la méthode en résonance cardiaque. C'est votre choix, c'est selon vos objectifs, vos préférences, votre vécu émotionnel aussi. On voit que l'exercice plus en cohérence cardiaque avec l'accent sur l'état émotionnel, ça peut agir davantage justement sur la normalisation de notre état émotif, puis l'autre agirait davantage sur la normalisation de notre état physiologique. Mais les 2 sont bons, les 2 peuvent se faire séparément ou si on est capable, on peut joindre les 2 méthodes ensemble. Et ça demande un certain, exercice, une certaine pratique et c'est pas nécessairement souhaitable parce que ça se peut que vous n'arriviez pas à avoir le focus autant sur, le rythme respiratoire que l'intention aussi que vous voulez ajouter, mais vous pouvez toujours l'essayer. Donc, aussi, en général, les opinions divergent sur, l'état de cohérence cardiaque, puis qu'est-ce qui nous mènerait à un meilleur état ou à des meilleurs résultats en général sur la physiologie ou sur notre état émotif. Donc, les recherches du HeartMath Institute se penchent plus sur l'amélioration de l'état émotif en général. Puis, il y a beaucoup de recherches aussi qui ont été faites plus sur la physiologie et qui ont utilisé davantage la méthode avec la respiration rythmée, donc de résonance cardiaque. Alors, il y a d'autres méthodes qui ont été expérimentées qui parlent pas nécessairement de la cohérence cardiaque, mais qui sont là pour abaisser en fait, qui sont utilisées pour abaisser le stress et l'anxiété. Récemment, il y a l'équipe de Andrew Huberman, que si vous connaissez pas, il est toujours intéressant, de Huberman Lab. C'est un vulgarisateur scientifique. Lui et son équipe ont, fait une étude aussi en comparant différentes méthodes respiratoires, mais ils n'ont pas comparé, les méthodes que je vous ai proposées aujourd'hui. Mais en fait, ils ont tiré la conclusion que le soupir physiologique, de physiological sigh, c'était vraiment une méthode très efficace pour abaisser le stress rapidement et l'anxiété. Et vous pourrez aller voir de quoi ça consiste, mais en fait, c'est assez simple. C'est 2 inspires rapides, puis un expire prolongé. Ça donne quelque chose comme ça.
Alors ça, c'est facile à utiliser, pas très longtemps. Vous avez un petit stress, vous êtes un peu en retard pour aller à quelque part, il y a quelqu'un qui vous a klaxonné en arrière, vous avez presque eu un accrochage. Ça serait une méthode à faire assez rapidement dans votre voiture, par exemple, pour retrouver l'état de calme. Le plus vite on peut ramener notre état, notre système au calme, le mieux c'est en général pour économiser nos réserves d'énergie. Donc, le mieux, je vous dirais, ce serait d'expérimenter les 2 méthodes par vous-même, puis d'arriver à un choix pour vous ou utiliser les 2 tout simplement. Une autre façon aussi de faire un choix, ce serait de monitorer votre, fréquence la variation de la fréquence cardiaque, d'avoir un score de cohérence cardiaque. Ça peut être fait par le Inner Balance qui est vendu par le HeartMath Institute. Moi, je l'ai, je me suis procuré. Je peux, si vous venez me voir, me rencontrer en individuel, on peut l'expérimenter ensemble, expérimenter les différentes méthodes et voir qu'est-ce qui agit le mieux pour vous. Donc, ça mesure la variation de la fréquence cardiaque avec un petit, sensor au niveau de l'oreille et c'est connecté à une application sur le téléphone, soit iPhone ou Android, si on a la version avec Bluetooth et on peut voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour nous. Moi, personnellement, c'est la méthode du HeartMath, c'est plutôt l'évocation du sentiment de bien-être qui me donne des grands scores de cohérence cardiaque versus l'autre méthode. Alors, ça va à l'inverse un petit peu de ce que je vous ai présenté. Alors, c'est peut-être variable d'un individu à l'autre. Il y a des gens pour qui une méthode va fonctionner mieux, puis pour une autre personne, ça va être l'autre méthode, ou ça peut être une autre méthode complètement qu'on n'a pas abordée ici aujourd'hui. Donc, le Inner Balance, sa différence avec les montres connectées, c'est qu'il mesure un score de cohérence cardiaque, puis aussi il y a comme un agenda de votre progression. Il y a toutes sortes d'autres informations qui sont reliées à l'application. Versus une montre connectée, ça va mesurer que la variation de la fréquence cardiaque et pas nécessairement votre état de cohérence cardiaque. Alors, c'est la différence. Je vous donne un lien aussi sur la page pour commander le Inner Balance si jamais ça vous intéresse. Et finalement, ben, je vous remercie de votre participation. Si j'étais devant un groupe, ben, je vous dirais que j'aurais je prendrais certaines questions et quand je présente aussi, cette, présentation-là devant un groupe, je remets une carte avec un code QR pour justement référer à la page où il y a tous les liens, pour les applications, pour le Inner Balance, pour peut-être des articles de blog qui sont reliés avec l'audience que j'ai rencontrée. Donc et je garde bien sûr un temps, pour répondre aux questions. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à m'écrire à mon courriel. Ça peut être corps en main.brigitte@commercialgmail.com. Vous pouvez le retrouver sur ma page professionnelle, donc sur notre site web dans l'onglet Équipe Brigitte Dubuc et le bouton Écrivez-lui, quelque chose comme ça. Puis, sinon aussi, je suis disponible pour des séances individuelles pour vous coacher au niveau de la respiration diaphragmatique, abdominale, que vous sentiez mieux, que vous soyez bien encadré. Et aussi, on peut, si jamais vous avez des limitations physiques, on peut aider en ostéopathie à libérer le corps pour que le diaphragme soit vraiment libre de bien fonctionner. Ça, c'est aussi important qu'il n'y ait pas de limitation dans le thorax pour une bonne respiration, que vous sentiez que vous avez tout l'espace possible dans votre corps. Alors, ça va me faire plaisir de vous recevoir en clinique si vous avez besoin de mes services. Sinon, la respiration, ça peut aussi être coaché en vidéoconférence si vous êtes à l'extérieur de Montréal ou de Boucherville, c'est le lieu pour mes cliniques. Et donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi aussi directement depuis le site web. Il y a un petit bouton Prendre rendez-vous et vous allez me trouver soit à Montréal, soit à Boucherville ou soit en ligne. Donc, si on prend rendez-vous avec Go Rendez-vous, c'est un service de réservation en ligne. Sur ce, je vous remercie de votre attention, d'avoir expérimenté la cohérence cardiaque, l'état de cohérence cardiaque avec moi, avec ces 2 méthodes respiratoires-là. Puis je vous souhaite de trouver la meilleure méthode pour vous, puis surtout de l'incorporer dans votre vie, puis de voir si ça fait une différence dans votre vie, dans la gestion de votre stress. Et si c'est utilisé couramment, ces méthodes-là, en général, ça va abaisser votre niveau de stress, puis vous allez être justement, quand le stress va arriver, quand des états de stress ou des situations stressantes vont arriver, vous allez être moins réactif en général, surtout si vous arrivez à prendre un pas de recul, à lâcher prise rapidement, puis après ça, de moduler rapidement votre réponse au stress en utilisant la respiration avec ces méthodes-là. Alors, je vous souhaite bonne chance pour conserver votre santé, vos énergies en maîtrisant vos états de stress, en les ramenant le plus possible à la base, au neutre
et à ralentir votre système par la respiration. Voilà, j'espère que ça a été clair, j'espère que vous comprenez mieux maintenant ces outils-là et surtout de les intégrer dans votre vie. Merci.